Nous avons identifié le parrain de la mafia cognitive, le biais de confirmation. Celui qui vous rend sourd aux critiques et aveugle aux dangers. C'est un adversaire redoutable. Mais le problème, c'est qu'il ne travaille pas seul. Votre cerveau abrite toute une équipe de saboteurs. Une petite armée de mécanismes psychologiques qui, chacun à leur manière, déforment la réalité pour vous empêcher de prendre les bonnes décisions rationnelles. Dans cette vidéo, nous allons faire l'inventaire de cette galerie des horreurs. Nous allons mettre un nom et un visage sur 3 autres biais majeurs qui frappent spécifiquement les entrepreneurs. Ces biais sont responsables de lancements ratés, de budgets explosés et d'un excès de confiance qui confine parfois à l'inconscience. Nous allons parler du biais du survivant, qui vous fait croire que la réussite est la norme. De l'aversion à la perte, qui vous tétanise au moment de prendre un risque nécessaire. Et de l'effet Dunning-Kruger, qui transforme l'incompétence en arrogance. Comprendre ces mécanismes, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Les monstres ne disparaissent pas, mais au moins vous savez où ils sont et vous pouvez éviter de trébucher dessus. Préparez-vous à une visite guidée dans les angles morts de votre propre esprit. Premièrement, le biais du survivant, le cimetière invisible. Commençons par le biais qui fausse le plus notre vision du succès. C'est celui qui nourrit tous les rêves, mais qui cache tous les cauchemars. Pour le comprendre, il faut revenir en pleine Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine avait un problème. Elle voulait renforcer le blindage de ses bombardiers pour qu'ils résistent mieux aux tirs ennemis. Mais on ne pouvait pas blinder tout l'avion parce qu'il serait devenu trop lourd pour décoller. Il fallait choisir les endroits stratégiques. Les ingénieurs ont donc analysé les avions qui rentraient de mission. Ils ont noté soigneusement où se trouvaient les impacts de balles. Ils ont remarqué que les impacts étaient concentrés sur les ailes et la queue de l'appareil. Il y en avait très peu sur le moteur ou le cockpit. Leur conclusion semblait logique, évidente, imparable. Puisque les avions sont touchés sur les ailes et la queue, c'est là qu'il faut renforcer le blindage. C'est alors qu'un statisticien brillant, nommé Abraham Wald, est intervenu pour dire « Arrêtez tout, vous allez faire une erreur mortelle. Si vous faites ça, vous allez protéger les parties qui n'en ont pas besoin. » Les généraux étaient stupéfaits. « Mais les données sont là, regardez les impacts. » Abraham Wald a répondu « Vous regardez les avions qui sont rentrés. Vous regardez les survivants. Les impacts sur les ailes ne sont pas graves, puisque ces avions ont réussi à revenir. Si vous ne voyez pas d'impact sur les moteurs ou le cockpit des survivants, c'est parce que les avions qui ont été touchés à ces endroits-là ne sont jamais rentrés. Ils se sont écrasés. C'est les moteurs qu'il faut blinder. C'est ça le biais du survivant. C'est l'erreur logique qui consiste à tirer des conclusions en ne regardant que ceux qui ont réussi, les survivants, tout en oubliant totalement ceux qui ont échoué, les disparus, simplement parce qu'ils ne sont plus là pour témoigner. Dans l'entrepreneuriat, ce biais est partout. Il est toxique. Ouvrez Instagram ou YouTube. Que voyez-vous ? Vous voyez des entrepreneurs de 20 ans qui posent devant des Lamborghini. Vous voyez des fondateurs de start-up qui racontent comment ils ont tout risqué et gagné. Vous lisez les biographies de Steve Jobs ou de Elon Musk. Vous vous dites « Regarde, Mark Zuckerberg et Bill Gates ont arrêté leurs études et ils sont devenus milliardaires. Donc les études ne servent à rien. Et pour réussir, il faut arrêter la fac. » C'est l'erreur d'Abraham Wald. Vous regardez les survivants. Pour un Steve Jobs qui arrête la fac et réussit, combien y a-t-il de Jean-Michel qui ont arrêté la fac, qui ont échoué et qui sont aujourd'hui au chômage ou dans des situations précaires? Des milliers. Mais personne n'écrit leur biographie. Personne ne les invite sur les plateaux de télé. Ils sont invisibles. Ils sont dans le cimetière des données. Ce biais nous pousse à surestimer nos chances de succès. Il nous fait croire que la prise de risque extrême est toujours récompensée. Il nous fait copier les habitudes des gagnants. Se lever à 4 heures du matin, prendre des douches froides, en pensant que c'est la cause de leur succès, alors que plein de gens qui ont échoué faisaient exactement la même chose. La leçon, quand vous analysez un succès, demandez-vous toujours où sont les avions qui ne sont pas rentrés, que faisaient-ils eux aussi? Deuxièmement, l'aversion à la perte. Pourquoi la peur gagne toujours? Le deuxième saboteur est un héritage direct de notre évolution. Il vient du temps où nous étions des chasseurs-cueilleurs dans la savane, et où une erreur ne coûtait pas de l'argent, mais la vie. Imaginez que je vous propose un jeu. Je lance une pièce, pile ou face. Si c'est pile, vous perdez 100 €. Vous devez me les donner. Si c'est face, vous gagnez 150 €. Je vous les donne. Est-ce que vous jouez? Mathématiquement, rationnellement, vous devriez jouer. L'espérance de gain est positive. Si vous jouez 1000 fois, vous serez riche. Pourtant, la plupart des gens refusent ce pari. Pourquoi? Parce que la douleur de perdre 100 € est psychologiquement 2 fois plus intense que le plaisir de gagner 150 €. Pour que la plupart des gens acceptent de jouer, il faut leur promettre de gagner au moins 200 ou 250 €. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte.
Notre cerveau est câblé pour protéger ce qu'il a, bien plus que pour acquérir ce qu'il n'a pas. Dans la nature, rater une opportunité, ne pas trouver une baie, signifie qu'on a faim pour la journée. Perdre ce qu'on a, se faire voler sa nourriture ou être blessé, signifie qu'on meurt. La peur est un mécanisme de survie prioritaire. Pour un entrepreneur, ce biais est une chaîne aux pieds. C'est lui qui vous empêche de pivoter. Imaginez, vous avez travaillé pendant 6 mois sur un produit. Vous avez dépensé 10 000 €. Vous le lancez, ça ne marche pas. Les clients n'en veulent pas. Rationnellement, vous devriez arrêter tout de suite, récupérer ce qui peut être et changer de direction. Mais l'aversion à la perte, couplée à son cousin, le biais des coûts irrécupérables, vous hurle « Non, si tu arrêtes maintenant, tu as perdu ces 6 mois et ces 10 000 €. C'est insupportable, continue, peut-être que ça va finir par marcher. » Et vous continuez, vous remettez de l'argent, vous perdez encore plus de temps. Vous transformez une petite perte en désastre, juste parce que vous ne pouviez pas accepter de couper la branche. C'est aussi ce biais qui vous empêche de virer un employé toxique. J'ai mis du temps à le recruter. Ou d'augmenter vos prix. J'ai peur de perdre mes clients actuels, alors que vous pourriez en gagner de bien meilleurs. On joue pour ne pas perdre, au lieu de jouer pour gagner. Et dans un monde chaotique, jouer la sécurité est la stratégie la plus risquée qui soit. Troisièmement, l'effet Dunning-Kruger, la montagne de la bêtise. Enfin, le troisième biais est peut-être le plus agaçant, mais aussi le plus drôle quand il arrive aux autres. C'est celui qui explique pourquoi les débutants sont souvent si sûrs d'eux-mêmes et pourquoi les vrais experts doutent autant. C'est l'effet Dunning-Kruger. Imaginez une courbe. Sur l'axe horizontal, la compétence, de novice à expert. Sur l'axe vertical, la confiance en soi, de pas sûr à très sûr. On pourrait penser que la confiance monte progressivement avec la compétence. Pas du tout. La courbe commence par monter en flèche, presque à la verticale. Quand on est débutant, quand on a lu 3 articles de blog sur un sujet, on se dit qu'on comprend tout. On se dit, franchement, le marketing, c'est pas sorcier. Ou, coder une application type Uber, en 2 semaines, c'est plié. Notre confiance est au summum. C'est ce qu'on appelle le pic de la montagne de la bêtise, Mount Stupid. Pourquoi ? Parce que nous sommes tellement incompétents que nous ne savons même pas ce que nous ignorons. Nous ne voyons pas la complexité réelle. Ce sont les inconnus inconnus. Puis, on commence à creuser. On se lance vraiment. Et là, on découvre la complexité. On découvre les problèmes. On réalise qu'on ne sait rien. La confiance s'effondre brutalement. C'est la vallée de l'humilité. C'est là que beaucoup abandonnent. C'est douloureux, mais c'est là que le vrai apprentissage commence. Enfin, si on persévère, la confiance remonte, mais doucement, sagement. On devient un expert. Mais on ne retrouvera jamais l'arrogance des débuts, car on sait désormais tout ce qu'il reste à apprendre. C'est le syndrome de l'imposteur de l'expert. Ce biais est dangereux pour l'entrepreneur débutant. Il vous fait sous-estimer la difficulté. Il vous fait sous-estimer la concurrence. Ils sont nuls, moi je vais faire mieux en 3 mois. Il vous fait promettre des délais impossibles à tenir. L'enthousiasme du débutant est nécessaire pour se lancer. Si on savait tout, on ne ferait rien. Mais il doit être tempéré. Si vous vous sentez génial et que tout vous semble facile dans un domaine que vous découvrez à peine, attention, vous êtes probablement au summum de la montagne de la bêtise. La chute va faire mal. Exercice pratique. L'autopsie cognitive. Maintenant que vous connaissez ces 3 saboteurs, il est temps de voir s'ils ont déjà agi dans votre vie. Nous allons faire une petite autopsie. Pas d'un cadavre, mais d'une décision passée. Prenez un carnet, prenez 5 minutes. Je veux que vous repensiez à une décision professionnelle passée qui s'est avérée être une erreur. Ça peut être un projet qui a échoué, une embauche ratée, un investissement perdu, ou même une dispute avec un associé. Ne cherchez pas à vous justifier. Regardez l'erreur en face. Maintenant, passez cette décision au crible des biais que nous venons de voir. Posez-vous ces questions. Premièrement, était-ce le biais de confirmation ? Avais-je déjà décidé que j'avais raison avant même de commencer ? Ai-je ignoré des signaux avant-coureurs ou des critiques qui ne me plaisaient pas ? Avais-je uniquement écouté les gens qui étaient d'accord avec moi ? Deuxièmement, était-ce le biais du survivant ? Ai-je pris cette décision parce que j'ai vu quelqu'un d'autre réussir en faisant ça ? Ai-je copié une recette sans me demander si elle avait aussi causé des échecs chez d'autres ? Ai-je surestimé mes chances de succès en ne regardant que les gagnants ? Troisièmement, était-ce l'aversion à la perte ? Ai-je continué dans cette voie simplement parce que j'avais déjà investi du temps ou de l'argent ? Ai-je refusé de changer de cap par peur d'admettre que j'avais gâché des ressources ? Ai-je joué petit bras par peur de perdre au lieu de jouer pour gagner ? Quatrièmement, était-ce l'effet Dunning-Kruger ? Étais-je trop confiant par manque d'expérience ? Ai-je pensé que ce serait facile simplement parce que je ne comprenais pas la complexité du sujet ? Ai-je sous-estimé le temps ou les compétences nécessaires ? Écrivez vos réponses. Ce n'est pas un exercice de flagellation, c'est un exercice de lucidité.
Identifier le biais qui vous a manipulé hier est le meilleur moyen de l'empêcher de vous manipuler demain. Vous ne pourrez jamais supprimer totalement ces biais, votre cerveau est câblé comme ça. Mais vous pouvez apprendre à les repérer quand ils s'activent. C'est cela, l'hygiène mentale de l'entrepreneur. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment développer l'antidote ultime à ces poisons. Une posture intellectuelle rare, difficile, mais incroyablement puissante. L'humilité intellectuelle. Nous apprendrons à dire « et si j'avais tort ?» avant que le marché ne nous le dise.